Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous retrouvons nos deux invités pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Soudan, les atrocités continuent à El Fasher et au Kordofan. El Fasher était la dernière grande ville, un peu épargnée du Darfour, qui échappait au contrôle des FSR, les forces de soutien rapide, dans ce combat qu'ils mènent depuis plus de 2 ans maintenant contre l'électorat gouvernemental, aux forces gouvernementales, disons-le comme cela. Exactement. Et El Fasher est tombé aux mains des FSR, mais avec beaucoup d'atrocités qui ont été dénoncées par la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies, et puis les humanitaires sont revenus à plusieurs fois dessus, mais aussi au-delà d'El Fasher, c'est la région du Kordofan qui aussi subit ces atrocités. Et le combat s'élargit d'une région à une autre. On sait que depuis cette prise du pouvoir par les militaires qui ont déposé le président de la transition, Abdallah Hamdok, les rivalités se sont accentuées entre les militaires et les paramilitaires. Et finalement, la guerre a du mal à cesser, mais c'est les populations civiles qui en payent le prix. Une guerre qui aussi est moins évoquée dans les médias que les autres guerres. Nous saisissons l'occasion aujourd'hui pour en parler avec nos invités. Je commence par vous, Maololo Samson Alidja. Les paramilitaires sont critiqués pour leurs actions dans le Kordofan et surtout à El Fasher, au Darfour. Oui, je pense que sur ce point, nous allons accuser nommément l'Union africaine pour son inertie, son manque d'action et son manque de prospective sur la question soudanaise. En 2020, fin 2019-2020, il y a le représentant du Tchad à la tribune de l'ONU qui alertait contre le risque d'une déstabilisation générale du Sahel par rapport au retour des mercenaires soudanais qui étaient en Libye. Il a dit plusieurs fois, il a dit, si ces gens-là reviennent, descendent vers le Soudan et le Tchad, ces deux pays risquent fort dans les années à venir. Je pense que ça est passé sous silence, ça a juste été une communication qui a été relayée, pas plus. Ces gens-là avaient été envoyés en Libye par l'actuel chef des forces de soutien rapide, qui était le parrain de ce groupe de mercenaires. Et c'était des anciens Janjaouides, parce qu'on se rappelle du génocide au Darfour, où des tribus, des Noirs qui se pensent arabes, des Noirs arabes comme on le dit souvent, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux Noirs qui ne sont pas arabes, et qui étaient armés par l'ancien président al-Bashir, parce que l'armée soudanaise était à un moment donné dépassée par la situation. On a vu des combats sur l'autre rive de Khartoum. Khartoum menaçait d'être prise. Donc on a armé des Janjaouides autour des chameaux pour aller combattre les tribus non arabes qui étaient au Darfour. Et après, la diplomatie américaine s'y est mêlée. Et comme tout ce que la diplomatie américaine a réussi à faire ne dure jamais, on a vu des chefs de guerre aller serrer la main de George Bush, et fils bien sûr, au niveau de Washington. On a vu des signatures d'accords, un peu comme ce que Trump veut essayer de nous vendre actuellement. Et la situation s'est un peu figée. Pas calmée, mais c'est un peu figée. Mais ces forces de soutien rapide n'ont pas été désarmées. Ils sont devenus un groupe de mercenaires qui ont été envoyés sur plusieurs champs d'opération pour aller tuer, pour vivre justement. Et à un moment donné, en Libye, quand la guerre a semblé se calmer un peu, ils sont revenus sur leur territoire et ont trouvé un accord pour en faire une sorte de second bras de l'armée. Jusqu'à ce que, en 2022, je pense, 2022-2023, la tension a commencé par s'accentuer entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, et on assiste aujourd'hui à la crise qu'on a actuellement. Depuis 500 jours, la ville d'El Fasher a été assiégée. Et depuis 500 jours, on n'a vu aucune action diplomatique, aucune action militaire de la part de l'Union africaine pour bloquer ce siège, alors qu'on savait très bien que ces gens-là étaient des gens motivés par une idéologie tribaliste raciste. Il y a des gens qui ont toujours dit qu'il fallait tuer les tribus non arabes. Ils parlent d'un nettoyage ethnique. Ils considèrent que les tribus non arabes qui sont là-bas sont des erreurs de la nature et qu'il faut les tuer. On a juste vu les vidéos du célèbre Abou Loulou qui massacrait les gens à cœur joie et se faisait filmer. Même si ce matin, on a annoncé son arrestation, ce n'est qu'un bras armé. Abou Loulou ce n'est pas un ponte des RSF, ce n'est qu'un chef de commando qui s'est fait connaître
pour des arrestations, mais le véritable responsable, c'est Dagalo, Hemeti, qui continue par voyager un peu partout, qui était encore, il n'y a pas de cela longtemps, un ami, un invité régulier de Nairobi, qui se promenait un peu partout. Mais cet homme-là, ce n'est pas un politicien, c'est un bandit, c'est un criminel. Il a sa place derrière les barreaux. Il veut administrer le pays. Peut-on le mettre derrière les barreaux si aujourd'hui, avant la chute d'Omar El-Béchir, il a formalisé ce qu'il dirige aujourd'hui qu'on appelle le FSR. Il est devenu un général d'un corps reconnu comme tel par l'État soudanais. Mais il s'est rendu coupable depuis plusieurs années de crimes contre l'humanité. Et les crimes contre l'humanité, que vous ayez été président, que vous ayez été chef d'armée, on peut vous enfermer pour ça. Je pense que, je ne comprends pas pourquoi jusque-là, on n'a pas encore de mandat d'arrêt international contre ce monsieur. Il ne devrait plus pouvoir voyager en dehors du Darfour. Ce qui m'attriste dans tout ça, c'est que la situation est telle actuellement que dans les semaines à venir, on va assister encore à une intervention internationale, armée internationale pour calmer pour calmer le jeu. Et nous tous, c'est que lorsque ça arrive là, c'est la crise que la crise s'est enlacée. Les troupes seront considérées comme des troupes d'occupation et le cycle va reprendre. Et n'oublions pas que le Darfour est à côté du Tchad. Et qu'actuellement, il y a de cela 2 semaines, 2 groupes rebelles, un groupe rebelle du sud du Tchad, un groupe rebelle du nord du Tchad, ont signé un accord pour combattre maintenant le régime d'Idriss Déby fils. Et que si le Tchad est contaminé par cette guerre, le Niger n'est pas loin. Et nous sommes aussi sur la côte sud, nous ne sommes pas loin. Donc, pour beaucoup d'analystes politiques en Afrique francophone ou au Togo, le Soudan c'est loin. Mais lorsqu'on était enfant, on voyait l'Afghanistan, on voyait les talibans, on voyait les djihadistes, c'était loin. Mais aujourd'hui, on les voit à 600 km de nos portes. La crise soudanaise doit être réglée le plus vite possible. Et on est encore capable d'éviter l'intervention étrangère en mobilisant des troupes au niveau africain pour délivrer, pour écraser ces RSF qui sont juste des miliciens animés d'une idéologie raciste et tribaliste. Merci beaucoup à vous, Maoulolo Samson Alidja. Alors, Daïmou Bodi, la crise s'accentue au Soudan. C'est vrai, je le disais, on en parle moins, mais c'est une crise très importante aux conséquences inimaginables. Les FSR continuent d'engranger, en tout cas, des conquêtes. Ils prennent aujourd'hui le corps, du moins normalement, El Facher et continuent les combats aussi au niveau du corps de fond. Oui, vous savez, cette crise, c'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui quand vous cachez une braise dans la paille. Voilà comment la crise là a évolué. Vous savez, depuis 2019, on a repoussé. Et la crise s'est auto-arrosée. Elle a grandi jusqu'à ce qu'elle n'éclate, ou bien jusqu'à ce qu'elle ne soit officielle depuis 2023. Et depuis 2023, malheureusement, le monde, en l'occurrence l'Afrique, n'a pas fait assez d'actions. C'est-à-dire que les gens ont fait des communiqués pour condamner, les gens ont appelé au dialogue et tout, sans pour autant être dans l'action. Je ne comprends pas. Parfois, quand j'analyse les réactions de l'Union africaine face à nos crises, je n'arrive toujours pas à comprendre. On a assez fait d'erreurs et on continue à faire la même chose pour espérer un autre résultat. Et donc, dans cette crise, on connaît tous le problème. En réalité, c'est un problème ethnique. C'est l'ethnocentrisme qui a aujourd'hui, sur laquelle les gens se basent aujourd'hui pour pouvoir continuer cette crise. Bon, et aujourd'hui, les pays africains, notamment à travers l'Union africaine, n'arrivent pas tout de suite à s'ingérer à 100% pour pouvoir résoudre le problème. Le problème, il est militaire. Mais on est en train de chercher, c'est-à-dire c'est un problème ethnique qui s'est transformé sur le terrain militaire, mais on est en train de chercher des solutions politiques. Donc, est-ce que ce n'est pas un problème politique? À la base, ce n'était pas un problème politique. Mais aujourd'hui, bon, parce que les gens ont tenté de l'habiller avec la sphère politique, donc ça fait que même si on arrive à résoudre le problème sur le plan politique, le problème va continuer. Parce que d'ailleurs, en formalisant les FSR aujourd'hui, la crise a encore grandi. Et donc, même si aujourd'hui, on arrivait à trouver un accord, tant que, au fond,
cette question d'ethnique des Noirs arabes ou des Noirs non arabes là n'a pas été véritablement résolue. Je suis certain qu'il y aura encore d'autres groupes qui vont sortir derrière pour pouvoir envenimer cette crise soudanaise. Il faut que ces populations arrivent aujourd'hui à vivre ensemble et surtout que le pouvoir central arrive à chapeauter cette réconciliation. Donc je pense, comme le disait mon co-débatteur, qu'il s'avère vraiment important qu'aujourd'hui qu'on tourne le regard sur cette crise soudanaise, que l'Union africaine puisse rapidement prendre à bras le corps, parce que voilà, il y a une situation. Aujourd'hui, on est en train de souffrir avec la guerre au niveau du Sahel. Mais cette guerre est encore maîtrisable parce que le Tchad est en bon état. On a raté au niveau de la Libye. On a vu tout ce que ça a donné dans la région du Sahel. Maintenant, aujourd'hui, la stabilité au niveau du Tchad permet en tout cas de pouvoir continuer à baisser les tensions au niveau du Sahel. Mais si au niveau du Tchad ça éclate, ce qu'on ne souhaite vraiment pas du tout, c'est que ça va être très compliqué dans le Sahel, notamment au niveau du Niger, du Mali, en tout cas tous les pays du Sahel, ça va être très compliqué de pouvoir contrôler cette situation. Et nous, au niveau de la côte, on ne souhaite pas aussi, on est exposé. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve la solution sur le plan ethnique. Après, sur le plan militaire, et enfin, les politiciens peuvent s'asseoir sur la table, négocier, signer des accords. Sinon, si on commence par des accords politiques, les militaires ou bien les combattants, les mercenaires, là, on va faire quoi d'eux? C'est des gens qui ne comprennent pas le langage de la politique. Donc, c'est des gens qui vont peut-être se muter et peut-être se transformer à autre chose ou bien rejoindre d'autres groupes armés. Et malheureusement, ça va continuer. Sinon, les formaliser à travers les FSS, c'était une très bonne solution, mais cette solution a été partielle. Quand les gens ont formalisé ces mercenaires-là, on a pensé peut-être que la solution a été tout de suite trouvée, mais sans pour autant comprendre les motivations antérieures, ce qui a poussé réellement ces mercenaires à prendre les armes. Alors, finalement, que devrait faire la communauté internationale? Parce que c'est vrai, la mobilisation, je le disais, au niveau communication, information sur cette crise n'a pas été la même qu'on en a vu pour les autres. C'est vrai, on disait que c'était une crise qui s'est déroulée à huis clos parce que c'était difficile d'avoir certaines informations sur le terrain. Côté humanitaire, c'est une grave crise. C'est les humanitaires qui, de temps en temps, alertaient sur la situation. Face à une telle situation compliquée, est-ce que ce n'est pas aussi trop facile d'indexer l'Union africaine? Que faut-il faire? Qui a les manettes de cette situation? Oui, comme vous l'avez dit, la situation est un peu compliquée. Mais lorsque vous voyez le tollé médiatique autour de cette crise, depuis bientôt 3 jours, je le disais, je crains fort une intervention militaire internationale sous le couvert d'une intervention humanitaire qui va malheureusement conduire à un enlisement de la crise. L'Union africaine, on peut la comprendre parce qu'il y a un dicton qui dit que lorsque vous mettez la main dans la poche de quelqu'un, vous allez où la personne va. Au moment où ce n'est pas une institution, qu'elle va se financer elle-même, elle se voit dicter son agenda depuis l'extérieur, malheureusement. Et cette crise-là, elle profite à qui? Elle profite à ceux qui font le commerce de l'or. Parce que la région du Darfour est une zone où il y a beaucoup d'or. Juste selon la banque centrale soudanaise, juste sur une période de 1 an, en 2023 et 2024, la quantité d'or qui a été sortie illégalement du pays vaut 2 milliards de dollars. Autant que la quantité officielle d'or qu'exporte le pays par an. C'est-à-dire, vous voyez un peu, et ça, ce n'est que la quantité d'or qui était sortie par les mercenaires russes et le aller des RSF, des forces du soutien rapide. On ne compte pas ce que les autres groupes parallèles ont pu réussir à sortir du pays. Vous voyez? Et j'aimerais aussi pointer du doigt une chose, c'est qu'actuellement, les RSF sont soutenus par les Émirats Arabes Unis parce que la plupart de l'or est vendu à Dubaï. La plupart de l'or qui est vendu à Dubaï. Et est vendu par qui? Par des groupes, des grands groupes internationaux plutôt, excusez-moi, qui sont contrôlés par des Américains, des Français, et j'en passe. Et cette crise aussi pointe du doigt un peu l'hypocrisie ou le double jeu d'un pays comme la Russie et doit nous faire réfléchir à tous ceux qui pensent que la Russie est venue sauver l'Afrique, parce qu'officiellement, la Russie soutient l'armée soudanaise, mais l'Africa Corps combat aux côtés des RSF. Donc, c'est un double jeu. Il est sur 2 fronts. Et ça doit faire réfléchir ceux qui pensent que la Russie est venue sauver l'Afrique.
Ils sont tous venus pour implanter une influence, quitte à jouer du jeu. Et encore une fois, on se rend compte que la vie d'un Africain vaut beaucoup moins que la vie d'un Ukrainien. Daïmou, quelque chose à ajouter? Non, bon, comme il l'a dit, ça dit qu'aujourd'hui, c'est dommage que beaucoup de pays africains pensent que les impérialistes, quoi qu'ils soient, soient aujourd'hui sur le continent africain pour nous sauver. Je pense que c'est une question d'intérêt. Et quand on voit beaucoup de crises en Afrique, que ce soit au niveau du Sahel, au niveau du Congo, au niveau du Cameroun et du Nigeria, au niveau du Soudan, donc toutes ces crises en Afrique, on voit les matières premières derrière. Donc, tu ne verras pas une crise en Afrique dans une zone où le sous-sol est pauvre. Donc, c'est lorsque le sous-sol est riche que tu vois des crises. Donc, on comprend par là qu'il y a des manipulations derrière. Il revient à nous, Africains, vraiment de prendre conscience de la situation. Et vous allez voir, aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 2 milliards de dollars de richesses qui est sortie du Soudan. Au même moment, les gens vont faire des dons de 500 millions, de 200 millions au Soudan. Donc, c'est malheureusement la situation et c'est dommage. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo, à la région des Grands Lacs et à la France.